Maladie, le premier webinaire de 2026. Vous êtes très nombreux à vous être inscrits et on vous en remercie. Nous allons attendre quelques minutes avant de commencer afin de permettre à tous de pouvoir se connecter. En attendant, pour rappel, nous sommes ensemble jusqu'à 13h45. Vos micros et caméras sont désactivés. Vous avez la possibilité de poser vos questions en direct via l'icône QR et nous vous répondrons durant la séquence de réponses prévue à la fin de ce webinaire. Pour les questions qui n'auraient pas eu de réponse, nous vous adresserons en même temps que cette présentation une fois vos questions. Pour finir, ce webinaire est enregistré et nous vous enverrons, comme à l'accoutumée, le lien du replay. Durant ce webinaire, vous sera présenté le nouveau livret L'essentiel de la réglementation à l'officine et nous reviendrons sur diverses actualités réglementaires. Aujourd'hui, interviendront Cédric Valenduc, pharmacien conseil à la coordination régionale, Colombe Chenevoix, pharmacien conseil en Haute-Savoie, Caroline Lecuel, pharmacien conseil dans le Rhône, Marlène Buisson, pharmacien conseil en Savoie, Karine Fontaine, pharmacien conseil en Isère, ainsi que Pauline Cargal et moi-même, chargée de mission à la coordination régionale. Nous vous proposons de commencer par le premier point consacré à la présentation du nouveau livret du pharmacien. N'hésitez pas à poser vos questions via l'icône QR et je laisse la parole à Caroline Lecuel. Bonjour à tous. Comme Irène le disait, on va commencer ce webinaire en abordant la présentation du nouveau livret L'essentiel de la réglementation à l'officine. Donc, ce livret, il a été développé par certains des pharmaciens de la région, des pharmaciens conseils de la région. En fait, c'est un outil pédagogique qui a pour but de faciliter votre pratique officinale du quotidien. Il est composé de 23 chapitres qui vont recenser en fait des informations réglementaires auxquelles sont associées des sources réglementaires facilement consultables via des liens hypertextes. Ils sont également composés d'exemples concrets des points de vigilance et également vous y retrouverez des tableaux récapitulatifs que vous pouvez tout à fait imprimer. À savoir également que ce livret, il a été mis à jour l'année dernière et que les dernières mises à jour datent de juin 2025. Alors, donc ce livret, il s'adresse à qui? Il s'adresse à l'ensemble de l'équipe officinale, donc que ce soit les pharmaciens, les préparateurs ou les étudiants. On recommande d'ailleurs aux étudiants, hein, c'est une bonne base pour démarrer l'activité. À savoir que les pharmaciens conseillent vont rencontrer lors des échanges confraternels les nouveaux installés, donc les nouveaux titulaires, et que ce livret leur est présenté. C'est clairement un indispensable dans leur pratique. Et il se retrouve en fait, enfin, on recommande de le télécharger, de le mettre sur le bureau de l'ordinateur à l'officine, ou bien pour les adeptes du papier, vous pouvez tout à fait l'imprimer pour le mettre sur le comptoir. Alors, où le trouver pour le télécharger? Vous le trouvez sur le site amélie.fr. Alors, en fonction des départements de la région, vous le trouverez soit dans le fil d'actualité directement, donc dans amélie.fr, dans la rubrique pharmacien, donc soit directement sur le site actualité, ou de façon pérenne, dans tous les départements, vous le trouverez sur le lien pharmacien, votre exercice professionnel, l'exercice à l'officine et création et vie d'une officine. On vous a remis les liens directs pour accéder au livret pour chacun de vos départements. Et concrètement, donc comment s'en servir? Comme je le disais, il est composé de 23 chapitres qui sont relativement détaillés pour vous permettre, quand vous avez une question, de cibler directement le chapitre concerné et vous accédez au chapitre directement en cliquant sur la page concernée. Vous allez accéder directement au chapitre. Et comme je le disais un peu tout à l'heure, chaque chapitre va comporter en fait des mémos pratiques, des en savoir plus, notamment quand vous voulez creuser des sujets, où là vous allez accéder à d'autres liens. Enfin, vous avez accès à des liens vers des sites. Voilà, il y a des hyperliens qui vous emmènent directement sur les sites.
et en pratique au comptoir, voilà, des cas vraiment concrets. Donc voilà. Donc clairement, c'est une bible pour votre métier. On vous recommande de le télécharger ou de l'imprimer et de vous en servir. Donc maintenant, on va commencer les actualités réglementaires et je passe la parole à Pauline qui va vous parler des biosimilaires. Donc, bonjour à tous, on va passer à la partie biosimilaire qui correspond donc au chapitre 14 du livret, donc avec les informations actualisées jusqu'à fin juin. Donc à garder en tête que les biosimilaires, c'est un sujet où il y a quand même une réglementation qui évolue assez fréquemment, donc ça évolue. Donc pour commencer, on vous présente rapidement les taux de pénétration des biosimilaires sur les 9 molécules anciennement substituables en officine, avec au global une progression qui continue, notamment sur le Lovenox, où on vient d'atteindre et de dépasser les 80% de taux de pénétration sur la fin d'année. Sur Enbrel et Humira, on a eu une forte progression en début d'année. Et là, sur ces derniers mois, depuis la rentrée, on stagne un peu autour des 70-75%. Donc, il y a quelques efforts à continuer sur ça. Sur le tériparatide, qui est un cas à part, on en a déjà parlé un peu plus en détail lors du précédent webinaire du 30 septembre. Donc, je vous invite à consulter le replay qui est disponible sur la chaîne YouTube Assurance Maladie Auvergne-Rhône-Alpes. Mais en un mot, ce qu'il faut retenir sur le tériparatide, c'est qu'il y a l'existence d'un générique à favoriser par rapport au biosimilaire avec l'application du tiers payant contre générique. Et enfin, du coup, sur le ranibizumab, on est encore plus bas que les autres molécules, mais quand même avec une belle progression sur ce mois de décembre, avec un passage de 25 à 32%. Et cette hausse, elle est notamment très liée à l'arrivée du coup du Ranivisio en seringue pré-remplie, comme le Lucentis. Et du coup, ce nouveau conditionnement, du coup identique au bioréférent, il représente déjà 2 tiers des biosimilaires commercialisés au mois de décembre et 90% des délivrances de Ranivisio. Donc, si on continue, c'est pour vous montrer l'évolution au cours de l'année. Donc, on note vraiment la belle progression de l'Ovenox sur cette année. Et à l'inverse, du coup, la petite stagnation dont je parlais sur, sur l'Humira et l'Enbrel. Et donc la nouveauté réglementaire de cette fin 2025, c'est la substitution désormais possible pour Elea 40 mg par le pharmacien. Donc avec les mêmes règles que pour les autres molécules, donc notamment de bien informer le patient, d'indiquer sur l'ordonnance le médicament délivré et d'informer le prescripteur. Normalement, vous avez tous reçu un message sur votre messagerie Amélie Pro le 16 janvier pour vous informer de l'arrivée de ces biosimilaires. Donc, à ce jour, on a un écart de prix encore de 87 euros entre le bioréférent et les biosimilaires. Actuellement, il y a 2 biosimilaires qui sont déjà disponibles à commander chez le grossiste, donc Afclear et Pavblu qui sont déjà commercialisés. Et donc, il y a plusieurs autres qui devraient arriver dans les semaines à venir. Ils ont déjà un prix qui a été publié au JO. Et donc, il faut quand même bien noter qu'il y a un autre dosage d'ELEA en 114 mg qui, lui, pour lequel il n'existe pas de biosimilaire disponible. Et je passe du coup la parlène à Marlène concernant les hybrides. Merci Pauline, bonjour à tous. Donc, concernant les hybrides, vous retrouverez cette thématique au chapitre 13 du nouveau livret. Donc, sur l'actualité, eh ben, on a de nouveaux hybrides qui sont du coup parus sur le marché, qui sont référencés donc dans la décision du 13 janvier qu'on retrouve sur le site de l'ANSM. Vous avez peut-être également pu consulter donc la loi de financement de sécurité sociale donc pour 2026 qui fait part quand même prochainement possiblement d'un tiers payant contre les hybrides et les biosimilaires. Donc pensez à référencer les hybrides dans votre officine euh, en prévention peut-être donc des nouveautés réglementaires à venir dans l'avenir. Également, donc, vous pouvez consulter ces nouveaux hybrides dans le registre
enregistré à l'écran. Ça se présente un petit peu comme le registre des génériques, sur lequel donc vous avez toujours le groupe qui apparaît et vous retrouvez donc en première ligne le référent avec le petit R et dessous vous retrouvez du coup les hybrides concernés. Autre thématique, donc le cadre de prescription compassionnelle que vous retrouvez sur le chapitre 11 du nouveau livret. Donc, pour vous rappeler un petit peu le contexte, le CPC, ça encadre une pratique de prescription qui est non conforme à l'AMM d'un médicament. Ces CPC, ils sont créés donc à l'initiative de l'ANSM ou du ministère à partir de signalements. Donc, ça peut être des signalements soit de filières maladies rares, soit d'associations de patients ou encore de conseils nationaux professionnels. Ils sont demandés pour des médicaments qui n'ont pas vocation en fait à être commercialisés dans cette indication-là. Ça relève bien sûr de l'ANSM au niveau de l'évaluation et ces CPC, ils sont accordés pour une durée de 3 ans qui est renouvelable. Et concernant du coup le référentiel de ces CPC, c'est très important de vous rendre sur le site du ministère de la Santé. Donc c'est sur ce site-là que vous allez retrouver les autorisations de mise sur le marché d'accès précoce ou compassionnel. On vous a mis le lien interactif. Vous descendez ensuite tout en bas de la page à la rubrique liens et documentation. Et vous allez retrouver là ce qui est dans l'encart rouge, en fait, directement le téléchargement du fichier Excel, pardon, qu'on vous invite à télécharger régulièrement parce qu'il est mis à jour en fait mensuellement. Donc, dès que vous avez une question sur un CPC, sur un AAC, je vous invite vraiment à retourner à chaque fois sur le site pour être sûr d'avoir toujours la dernière mise à jour. Et quand vous téléchargez le fichier, veillez bien aussi à regarder en bas l'onglet, puisque vous avez un onglet pour AAC, CPC, donc veillez bien à être dans l'onglet correspondant. Et vous voyez, ça se présente de la sorte. Vous avez donc votre molécule, vous avez diverses informations. Et ce qui est important aussi, c'est ce qu'on vous a mis en rouge. Vous retrouvez en fait la dispensation autorisée dans l'indication du CPC. Donc, vous voyez si ça peut être dispensé en ville ou non dans le cadre du CPC. Et là, par exemple, on voit que dans le cadre du Versatis 700 mg, la dispensation n'est pas autorisée en ville. Voilà, je cède la parole à Caroline. Alors, donc, une autre petite piqûre de rappel sur la prise en charge des analogues du GLP-1. Donc, ça fait référence au chapitre 10 du livret. Donc, depuis février 2025, donc on rappelle que depuis février 2025, soit bientôt depuis 1 an, vous êtes, en tant que pharmacien d'officine, vous devez facturer à l'assurance maladie les analogues du GLP-1 dans l'indication diabète, avec la présence du formulaire d'accompagnement à la prescription, qui est obligatoire, et s'assurer que sur ce formulaire, le médecin a bien tiqué la case comme quoi le médicament il est prescrit dans le cadre de son AMM. Donc, si les deux conditions sont remplies, vous devez le facturer donc avec le code PRR, et ça pour chaque délivrance. C'est-à-dire que le patient il est censé revenir avec son attestation à chaque passage. Ça concerne 3 médicaments, donc Ozempic, Victoza et Trulicity. Et en termes de chiffres, les derniers chiffres qu'on a, c'est qu'il semblerait que 13% des délivrances se font sans la présence du formulaire. Donc on rappelle bien que le formulaire il est obligatoire. Donc si pas de formulaire, pas de facturation à l'assurance maladie et que le patient doit régler son traitement dans son médicament. Et on rappelle également que les analogues du GLP-1 sont aussi dans l'indication sur la gestion du poids, notamment le Wegovy, Saxenda et le Mounjaro, et que dans cette indication-là, le médicament, ces 3 médicaments ne sont pas remboursables et qu'aucune dérogation de prise en charge n'est accordée à ce jour. Voilà. Donc, je vais passer la parole maintenant à Karine. Bonjour à tous. Oui, alors pour la thématique lutte contre la fraude, nous allons évoquer ici 2 outils qui sont à votre disposition, Asafo et ADAC. Et on retrouve cette thématique dans le chapitre 7 du nouveau livret.
Donc, comme vous le savez, nous nous trouvons face à plusieurs enjeux. Tout d'abord, une bonne dispensation des produits de santé, des enjeux aussi de maîtrise des dépenses de l'assurance maladie et des enjeux de prévention de la fraude. Donc, pour toutes ces raisons, des outils ont été développés et ils ont été mis à disposition des officines suite à des accords qui ont été actés dans l'avenant 1 à la Convention nationale des pharmaciens. Alors, le premier outil, maintenant, vous le connaissez bien, il s'agit d'Asafo, alerte sécurisée aux fausses ordonnances. C'est un outil qui est disponible sur Amélie Pro depuis août 2024. On se connecte par les cartes CPS, ICPS ou CPE si vous avez activé la délégation pour vos collaborateurs employés. Ensuite, en cliquant au niveau de l'onglet Activités, vous allez trouver la ligne Fausse ordonnance. Et en cliquant sur cette ligne, vous pouvez à la fois consulter la liste des ordonnances confirmées comme frauduleuses dans toute la France, avec un système de filtre qui vous permet d'affiner votre recherche. Et vous pouvez également déclarer une ordonnance que vous soupçonneriez d'être frauduleuse. Donc, pour rappel, la consultation régulière de cet outil Asafo est un indicateur de la ROSP bon usage des produits de santé. Donc, concrètement, la consultation de cet outil au minimum une fois par semaine et 46 semaines par an permet une rémunération de 100 euros. Alors, l'outil est déjà installé depuis quelques temps maintenant et un bilan a été fait à 1 an. Et il s'avère que en 1 an, on a pu comptabiliser 15 000 suspicions de fausses ordonnances qui ont été transmises par les pharmaciens. Et les 3/4 ont été confirmées comme étant réellement frauduleuses. Donc, on sait également que à peu près un tiers des médicaments ou des dispositifs qui figurent sur ces fausses ordonnances sont liés au traitement du diabète. Donc, essentiellement, les capteurs et les bandelettes et les médicaments dont on vient de parler précédemment. Les autres médicaments que l'on retrouve sur ces ordonnances frauduleuses sont sans surprise des antalgiques comme le tramadol, la codéine, et également les médicaments qui font souvent l'objet de mésusages comme la prégabaline. Donc, une fois que ce dispositif d'Asafo a été bien pris en main, il a été envisagé de renforcer la lutte contre la fraude et la sécurité sanitaire en impliquant le pharmacien dans un nouveau téléservice qui est ADAC, l'aide à la détection des atypies de consommation. Donc, ce nouveau téléservice est conçu pour mettre à disposition des officines des informations sur la consommation de certains médicaments et dispositifs médicaux. Donc, il permet de connaître pour un patient déterminé les quantités de médicaments, enfin de produits remboursés et la date du dernier remboursement sur une période précise pour 4 types de produits sensibles, à savoir les bandelettes de glycémie, les capteurs de glucose interstitiels, le Subutex et ses génériques, et les médicaments anticancéreux onéreux. L'objectif est de repérer des pratiques de consommation atypiques avant de délivrer les médicaments ou les dispositifs médicaux en vérifiant les quantités déjà remboursées pour un patient. Donc, il servira notamment à repérer des dépassements de seuil annuel pour les bandelettes et les capteurs de glucose, des cas de surconsommation ou de trafic pour le Subutex, ou des cas de trafic ou de fraude pour les médicaments anticancéreux onéreux. Donc, comme nous l'avons évoqué précédemment, c'est un outil qui est inscrit dans l'avenant 1 à la Convention nationale des pharmaciens. Il va permettre de valoriser le rôle de sentinelle du pharmacien. Il est actif depuis octobre 2025 via votre portail Amélie Pro, avec un accès sécurisé par les cartes CPS, ICPS, CPE. Donc, c'est un outil qui fonctionne pour tous les numéros de sécurité sociale, y compris les numéros provisoires qui commencent par 7 ou 8.
Il est ouvert pour tous les assurés, à l'exclusion des bénéficiaires de la MGEN, des régimes de l'Assemblée nationale et du Sénat, ou encore de la Caisse des Français à l'étranger. Alors en pratique, donc si vous êtes sur Amélie Pro, vous allez pouvoir sélectionner la rubrique patient et cliquer sur la ligne aide à la détection d'atypie de consommation. Et vous allez ensuite devoir renseigner le numéro de sécurité sociale de votre patient et enfin choisir la catégorie de produits que vous souhaitez vérifier. Donc, pour vous donner un exemple, donc avec les bandelettes de glycémie, donc avant d'accéder aux données de consommation du patient, il va d'abord falloir l'informer que vous allez consulter ces données. Mais en revanche, il n'est pas nécessaire d'obtenir son consentement. Donc, une fois cette étape effectuée, il faut cocher la case attestant que vous avez bien informé le patient et vous accédez aux données du téléservice, donc à savoir le rappel des règles de prise en charge, la date du dernier remboursement, le nombre de bandelettes remboursées en tenant compte du conditionnement et sur une période de 12 mois, année civile dans ce cas. Et en bas, vous retrouvez le lien vers Asafo s'il vous semble utile de déclarer cette ordonnance. Donc, avec les capteurs de glucose interstitiel, ce sera très similaire. Et nous vous mettons un autre exemple qui est celui des anticancéreux onéreux. Donc là, bon, il s'agit toujours de cocher la case attestant de l'information faite au patient. Et ensuite, vous avez le rappel du dispositif conventionnel de vérification avec un lien qui vous amène directement vers le mémo qui répertorie les points à vérifier pour les ordonnances de médicaments onéreux. Vous avez alors toujours les quantités délivrées et la date du dernier remboursement. Et ici, la période pour laquelle les données sont portées est de 30 jours glissants. Et en dessous, vous avez toujours le lien pour Asafo. Donc pour le Subutex, ce sera le même principe, mais l'historique de remboursement sera alors de 28 jours glissants. Alors pour finir sur ce thème, nous vous mettons une diapositive avec un lien qui vous renvoie à l'article qui présente ADAC sur amélie.fr et qui vous donnera accès dans les documents utiles à la fois au guide d'utilisation ADAC et à la liste des médicaments anticancéreux onéreux concernés par le dispositif. Je passe la main maintenant à Marlène pour les DAP. Merci Karine. Donc les DAP que vous retrouvez au chapitre 10 du livret. Donc les médicaments qui sont soumis à demande d'accord préalable, vous en avez deux. C'est evolocumab Repatha et alirocumab Praluent. Je vous rappelle que ce sont des prescriptions initiales annuelles qui sont réservées à certains spécialistes. Et en revanche, la prescription infra-annuelle peut se faire par tout médecin, donc y compris médecin généraliste. Cette DAP, elle est nécessaire pour chaque prescription et à chaque DAP, vous aurez un avis rendu par le service médical et cet avis rendu, il est valable pour la durée de prescription. Je m'explique. Si vous avez une demande d'accord préalable pour du Repatha qui est émise par un cardiologue pour 6 mois et que le service médical rend un avis favorable à la prise en charge pour 6 mois, vous aurez donc un renouvellement qui devra être fait soit par le cardiologue, soit par le médecin pour compléter les 6 mois à 1 an. Et il faudra à ce moment-là refaire une demande d'accord préalable pour compléter du coup l'ordonnance. Donc la DAP, elle est valable pour la durée de prescription qui est émise dessus. Vous retrouvez également notamment les spécialistes qui sont agréés pour la prescription initiale annuelle sur les liens Medispar interactifs qui sont situés en bas de cette diapositive. Et donc, concernant la dispensation, donc, ce qu'il faut bien savoir, c'est que vous avez deux circuits possibles pour l'accord préalable.
soit le médecin il dispose d'Amélie Pro et à ce moment-là, il va directement se connecter sur le téléservice assurance maladie et faire sa demande d'accord préalable en ligne. Soit malheureusement, le praticien ne dispose pas d'Amélie Pro, ce qui est le cas pour nos hospitaliers qui malheureusement doivent remplir un formulaire papier. Et ce qu'il faut vraiment voir, vous, au comptoir pour la délivrance, c'est qu'en fait, vous avez besoin de connaître l'avis du service médical. Est-ce qu'il y a bien un accord de prise en charge ou est-ce qu'il y a un refus de prise en charge? Donc là, vous avez plusieurs cas de figure. Soit vous avez directement le téléservice qui vous indique un avis favorable. Donc vous voyez, vous avez directement un papier qui sort avec bien écrit prescription de médicaments. Le téléservice peut faire des notifications, mais également des prescriptions. Donc, il faut bien avoir cette mention prescription et en bas, dans l'encart bleu ciel, vous avez avis du service médical avec décision favorable. Ça, c'est donc la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est d'obtenir une prescription aussi du téléservice, mais sur laquelle, à avis du service médical, vous allez avoir en attente d'un avis du service médical. À ce moment-là, le patient, il faut qu'il vienne avec cette prescription, mais également un courrier de sa caisse primaire d'assurance maladie qui va mentionner l'avis favorable de prise en charge. Donc, vous aurez les deux documents, la prescription qui mentionne en attente et le courrier de la caisse qui dit accord du service médical. Et la troisième possibilité, c'est de se retrouver donc avec le formulaire papier, notamment le volet 3 qui va vous être présenté par le patient. Sur ce volet 3, du coup, vous aurez tous les renseignements. Et avec ce volet 3, le patient doit vous présenter également le courrier de notification de sa caisse primaire d'assurance maladie qui montre bien un accord de prise en charge. Et je laisse la parole à Colombe. Merci Marlène. Donc on va aborder cette nouvelle réglementation des fauteuils roulants. Donc tout d'abord, pourquoi cette réforme? Donc cette réforme, elle est là pour garantir un droit effectif à la mobilité pour tous. Elle va être là pour simplifier l'accès à ce matériel. Et on met en place donc du coup un système qui est plus égalitaire et plus solidaire. Donc, on vous a mis à la fin de cette slide donc 3 sites très importants où vous allez retrouver l'intégralité des informations qui sont nécessaires pour vous. Donc, c'est handicap.gouv. Dessus, vous avez également une foire aux questions qui est très bien faite. Et vous avez bien sûr aussi le site amélie.fr où il y a une actualité sur cette réforme. Donc, cette nouvelle réglementation, elle est en vigueur depuis le 1er décembre 2025. Donc, l'assurance maladie a envoyé un mail national donc, aux prescripteurs ainsi qu'aux fournisseurs des fauteuils, donc que ce soit les prestataires et les pharmaciens. L'objectif de ce mail, c'est bien sûr de vous informer de cette nouvelle nomenclature et puis de vous informer des modalités de cette nouvelle demande d'accord préalable que vous allez devoir faire pour certaines situations. Donc, 3 situations où la DAP va être obligatoire. Donc, pour l'achat de certains fauteuils, la location longue durée de certains fauteuils et la location courte durée à partir de 6 mois de location. Il y aura une exception dont je vous parlerai plus tard. Donc, comme je vous disais, la DAP, elle est obligatoire pour l'achat de cette liste de fauteuils. Donc, nous, on va plutôt se focaliser sur la location courte durée, ce qui est la majorité de vos cas en officine. Mais voilà, je pense que c'est important pour vous de savoir sur quel fauteuil il va falloir faire une DAP en cas d'achat. Pareil pour la location longue durée, une DAP va être obligatoire pour tous ces fauteuils-là. Et donc, concernant la location courte durée, donc la location courte durée jusqu'à 26 semaines, elle ne nécessite pas de DAP. Donc, 26 semaines, c'est à peu près 6 mois. D'accord? Donc, une location jusqu'à 6 mois, pas de DAP. Par contre, quand on a une location courte durée au-delà de 6 mois, donc 13 semaines renouvelables une fois, la DAP va être obligatoire dans le cas d'une extension limitée de 13 semaines supplémentaires. Donc, au-delà, donc quand on arrive au bout des 6 mois, si on a besoin d'une location supplémentaire de 13 semaines maximum, il va falloir une nouvelle ordonnance et il va falloir faire une demande d'accord préalable. Donc, cette demande d'accord préalable, elle est valable pour les 3 fauteuils qui sont mentionnés ici. Donc, finalement, pour résumer, à l'issue des 6 mois d'une location courte durée, où vous n'avez pas fait de DAP, il y a 2 solutions possibles. Soit à l'issue de ces 6 mois, le besoin, il devient permanent.
D'accord? Donc, par exemple, au bout de 6 mois, on se rend compte que finalement, eh ben, la personne, elle a toujours besoin de son fauteuil. Donc là, vous allez pouvoir déclencher l'option d'achat avec une nouvelle prescription. Par contre, dans ce cas-là, la DAP n'est pas nécessaire. Et à l'issue de ces 6 mois, une autre situation, le besoin ponctuel, eh bien, il n'est pas résolu. Donc, par exemple, quelqu'un qui s'est cassé la jambe, on avait prévu 6 mois de fauteuil. Finalement, ça prend plus de temps que prévu. Vous pouvez faire une extension de location de 13 semaines supplémentaires. Et là, il faudra une nouvelle prescription et une DAP. Par contre, attention, dans le cas d'une extension de location, l'option d'achat ne pourra plus être activée et la location ne sera plus possible, donc au-delà des 6 mois, plus 13 semaines. Donc le prescripteur, il faut vraiment qu'il anticipe, qu'il appréhende le besoin à l'issue de ces 6 mois de location. D'accord? C'est vraiment très important. Ensuite, l'information, c'est qu'il y a une carence d'un an qui va s'appliquer à la fin de la location clôturée. On ne pourra pas refaire une nouvelle location pour la même indication. Par contre, bien évidemment, si c'est une autre indication, la location pourra bien sûr être faite. Et donc, il y a une exception pour le FRE. Donc, celui-là, il va falloir une DAP obligatoire pour une location courte durée avant les 6 mois. Voilà, c'est vraiment la seule exception. Sinon, comme vous l'avez compris, jusqu'à 6 mois pour les locations courte durée, pas besoin de DAP. Alors, cette DAP, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est des documents à transmettre à l'assurance maladie. Donc, vous avez la fiche d'évaluation des besoins. Donc, ça, c'est le prescripteur qui l'a fait. Il la trouve sur le site handicap.gouv. Il faut aussi une fiche de préconisation, un certificat de validation de l'essai, le bon de commande et la prescription définitive. Donc, s'il manque un de ces documents, la DAP sera refusée. Donc, il faut bien envoyer des dossiers complets. Comment transmettre la DAP? Donc, elle se fait forcément de façon dématérialisée obligatoirement. Donc, pour le Puy-de-Dôme, la transmission est plus simple car le téléservice Amilipro a été mis en place. Donc, ce téléservice, il va être uniformisé sur l'ensemble des départements courant 2026. Mais du coup, pour les autres départements, à partir du 1er février, il y a une nouvelle page de dépôt qui s'appelle DAP appareillage. Donc, c'est une messagerie sécurisée Blue Files. Donc, vous connaissez déjà dans le cadre des délivrances de plus d'un mois dans le cas d'un départ à l'étranger. D'accord? Donc, il va falloir cliquer sur ce lien et il va falloir envoyer les documents et donc de la DAP. Donc, il faudra bien, lors de cette transmission, préciser le département qui est concerné avec le nombre de DAP. Et pour chaque dossier, il faudra bien indiquer le département, la date d'envoi, le numéro de sécurité sociale du patient, son nom et prénom et la date de prescription. Donc, suite à cette transmission de DAP, vous n'allez pas forcément recevoir un accord, d'accord? Et donc, si au bout de 15 jours, vous n'avez pas de réponse, ça veut dire que l'accord est tacite. Par contre, en cas de refus, le patient il va recevoir un courrier d'information du service grand appareillage qui valide les DAP et il recevra également le courrier de notification de refus de la caisse. Et vous n'avez pas nécessité de scanner l'avis favorable du service médical. Il n'y a pas besoin. Pour la facturation, donc une fois que vous avez eu l'accord du service médical, vous transmettez les mêmes éléments que la DAP. Et bien sûr, on vous invite à toujours utiliser la carte vitale pour sécuriser cette transmission. En cas de problème, donc avec une DAP, vous pouvez passer comme d'habitude par 3608 ou via votre Amilipro en cochant bien la case Contacter le service médical. Pour les nouveautés, vous allez pouvoir également facturer un forfait de mise à disposition. Donc, vous avez le MAD1, pardon, qui correspond à la première mise à disposition. Donc, le montant, il est en fonction du fauteuil roulant. Et ce nouveau forfait, il est facturable une fois tous les 5 ans pour les adultes et une fois tous les 3 ans pour les enfants de moins de 16 ans. Vous avez également le MAD2, donc là, c'est dans le cas d'un renouvellement, d'accord? Pareil, le montant, il est en fonction du fauteuil. Et c'est pareil, une fois tous les 5 ans pour les adultes et une fois tous les 3 ans pour les enfants. Il y a également un nouveau forfait livraison qui est à hauteur de 50 €. Par contre, ce forfait, vous pouvez le facturer uniquement s'il est précisé sur l'ordonnance. Et bien sûr, les tarifs de location sont dégressifs après les 13 premières semaines. Voilà, donc là, je vous ai fait 2 slides sur des cas un peu concrets. Donc, sur la facturation d'une location à partir du 1er décembre quand elle était inférieure à 26 semaines. D'accord? Donc là, la facturation, les semaines qui étaient déjà faites, elles sont bien sûr prises en compte. Donc, il y a une bascule automatique. Si la location est inférieure à 13 semaines, il faudra facturer le code LCD de 0 à 13 semaines. Par contre, si on est au-delà des 13 semaines, il faudra prendre le code LCD de 14 à 26 semaines.
D'accord? Par contre, si vous avez une location au 1er décembre qui est entre 26 et 52 semaines, là, il va bien falloir identifier le besoin, d'accord? Si on est à ce stade à un besoin qui devient permanent, il faut déclencher l'option d'achat avec une nouvelle prescription, d'accord, mais sans DAP. Si à ce stade, le besoin il est toujours ponctuel mais il est non résolu, il faut demander l'extension de location courte durée. Et là, il faudra faire une DAP et il faudra avoir une prescription obligatoire. Et si le besoin est résolu, il faudra clôturer la location. Voilà, je laisse la main maintenant à Karine qui va finir sur le garde d'asile et le nouvel arrêté de prise en charge. Oui, merci Colombe. En effet, un dernier petit point sur une actualité réglementaire. Donc, concernant le garde d'asile neuf, alors nous savons qu'il y a beaucoup de confusion dans les esprits entre les recommandations d'un vaccin et sa prise en charge. Donc, pour bien comprendre, nous avons précisé les différentes étapes pour garde d'asile. Alors, tout d'abord, dès avril 2025, la HAS a émis des recommandations qui consistaient à étendre le rattrapage vaccinal anti-papillomavirus à toutes les femmes et tous les hommes jusqu'à 26 ans révolus, sans distinction. Mais pour qu'il y ait une prise en charge par l'assurance maladie, il fallait attendre un arrêté de prise en charge prenant en compte cette nouvelle population. Donc, c'est chose faite depuis le 9 décembre 2025. Donc, la prise en charge à présent concerne les jeunes filles et les jeunes garçons de 11 à 14 ans, ce qui reste la cible prioritaire de cette vaccination. Mais un rattrapage est possible pour toutes les femmes et tous les hommes jusqu'à 26 ans. Donc, depuis la publication de cet arrêté, la facturation à l'assurance maladie est donc possible pour tous de 11 à 26 ans révolus. Enfin, le 19 décembre 2025, un nouveau calendrier vaccinal qui intègre cette nouvelle recommandation a été publié, ce qui rend la prescription et la vaccination à l'officine possible pour tous de 11 à 26 ans révolus. Alors, une dernière petite précision concernant la prise en charge de l'ensemble du schéma vaccinal, c'est-à-dire les 3 injections. Donc, l'ensemble de ce schéma vaccinal peut faire l'objet d'une prise en charge à la condition que la première facturation soit effectuée avant les 26 ans révolus, c'est-à-dire avant la veille des 27 ans. Donc, les vaccinations numéro 2 et 3, enfin, les injections numéro 2 et 3, si elles ont lieu au-delà des 27 ans, dans la mesure où la première a eu lieu avant les 26 ans révolus, ce sera pris en charge. Je laisse maintenant la parole à Cédric pour les questions-réponses. Alors, bonjour à tous et à toutes. Comme toujours, nous avons eu beaucoup de questions. J'ai essayé d'en traiter un maximum. Beaucoup de questions hein, sur les fauteuils roulants. Certaines nécessitent des précisions de notre part, donc je pense qu'on prendra le temps de revenir vers vous ultérieurement avec la FAQ. On va revenir dans l'ordre avec la première sur le livret. Le livret est-il mis à jour régulièrement car la réglementation change tout le temps? Qui est-ce qui a fait le livret? C'est le début, bah, peut-être Caroline? Oui. Oui, il est prévu que les mises à jour soient faites plus régulièrement que précédemment. Donc, c'est le but de l'avoir fait de façon électronique, en fait, et plus au format papier. Merci. La prochaine, c'est pour les biosimilaires. Devons-nous refuser le tiers payant quand un patient refuse le biosimilaire? Pauline, peut-être ou... Oui, alors à ce jour, il n'y a pas encore le tiers payant contre biosimilaire, mais c'est quelque chose qui est prévu dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale. Donc ça devrait pas tarder. Mais, mais pour le Forsteo, comme il y a un générique, en revanche, c'est possible de faire le tiers payant contre générique. D'ailleurs, je rebondis sur cette action. Il a été demandé, enfin, à l'écrit Forsteo, générique, Switch, Lovenox aussi, Switch en cours, etc. On peut switcher à un biosimilaire tout moment en fait du traitement, hein, y compris pour du Lovenox. Et en effet, quand aussi pour je sais plus lesquels
Vous n'avez pas forcément les noms complets ou avec le nom de marque. En effet, du moment que vous avez le droit de substitution, vous pouvez substituer à tout moment par un biosimilaire, un peu comme pour les génériques. Une autre question, surveille le temps peut-être. Pouvons nous délivrer une prescription d'Ozempic sans formulaire et faire régler le patient? Ça, c'est sur les AGLP1. Le formulaire, c'était qui? Oui, c'est moi. Alors non, enfin, le formulaire est obligatoire et pour le facturer à l'assurance maladie, il faut bien que le médecin ait ticket comme quoi il est prescrit dans le cadre de son AMM. Parce que si c'est pas le cas, il est pas remboursable. D'accord. On nous demande aussi le remboursement. Qu'en est-il pour l'instant du remboursement Wegovy, Mounjaro, Saxenda, ces fameux AGLP1 pour l'obésité? Bah, c'est toujours pas, ils sont toujours pas rentrés dans le droit commun. Il y a des négociations de prix qui se font actuellement, mais pour l'instant, il n'y a pas de dérogation possible. Voilà, On il y a va peut-être juste un avis, voilà, il y a juste un avis HAS hein, qui a été rendu sur un avis favorable, mais à date, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de prise en charge pour ces médicaments-là. Alors, les questions continuent d'affluer, hein. Elles seront, vous inquiétez pas, on y répondra à toutes ultérieurement. Une question sur les véhicules, les VHP. Est-ce qu'il est possible de cumuler un VHP à l'achat et un VHP à la location, 3 mois par an, par exemple? Alors non, ça, c'est des choses que vous pouvez retrouver dans la FAQ sur handicap.gouv, mais avec cette nouvelle réforme, il n'est pas possible de cumuler un fauteuil à l'achat pour un besoin permanent et un fauteuil en location pour un besoin temporaire. Le distributeur peut-il refuser la délivrance de la prescription si le patient exige un achat alors que la prescription préconise une location longue durée? Oui, alors ça, a priori, le patient, il a toujours le choix, mais voilà, il faut bien qu'il le justifie auprès du prescripteur. Et dans tous les cas, le prestataire ou le pharmacien qui va donner le fauteuil, il faudra qu'il ait la prescription définitive avec donc le choix qui a été fait. Mais le patient a bien sûr la possibilité de dire qu'il préfère un achat ou une location longue durée. Alors là, j'ai bien une idée aussi déjà de la réponse. Est-ce qu'un patient peut avoir 2 fauteuils à l'achat remboursés? Alors oui, c'est possible avec cette nouvelle réforme, mais il faut faire attention à la catégorie des fauteuils roulants, en fait. Donc voilà, donc le prescripteur peut faire une demande, mais par contre, cette demande, elle sera analysée par le service grand appareillage. Donc c'est pas, voilà, on peut faire la demande, c'est pas obligatoire que ça soit accepté, mais c'est possible. On va changer des fauteuils. Pensez-vous élargir les classes de médicaments concernés par le dispositif ADAC? Ça, c'est peut-être Karine ou non? Qui est-ce qui avait parlé Oui, d'ADAC, Azafo? oui, oui, ADAC. Alors, à ce jour, on n'a pas d'informations à ce niveau-là. Donc, pour l'instant, le dispositif concerne les quatre types de médicaments et dispositifs sensibles qui ont été annoncés. Donc, les bandelettes, les capteurs de glucose interstitiel, le Subutex et ses génériques, les médicaments anticancéreux onéreux. N'a pas d'éléments complémentaires pour un élargissement du dispositif, mais ce n'est pas impossible. Je réponds aussi à une question, on a répondu en direct. Il y avait pas mal de questions de ce type, Azafo, ADAC, avec les liens avec vos LGO. En tout cas, c'est un souhait de l'assurance maladie, mais l'assurance maladie discute avec les fournisseurs de LGO pour le faire évoluer. Mais c'est bien de leur propre chef que la liaison, en fait, se fera. Et c'est que par une mise à jour de logiciel que ça sera réalisé. En tout cas, nous ne nous y opposons pas. Bien au contraire, l'essentiel étant de vous faciliter le travail au comptoir. Peut-être une dernière encore, il est 44 bientôt sur les fauteuils roulants. Euh, Comment devons-nous facturer une location en cours d'une durée de moins de 26 semaines? Donc, c'est ce que je vous ai. Donc, vous avez une slide dessus. Quand c'est une location de moins de 26 semaines, il faut regarder si vous êtes à moins de 13 semaines ou à plus de 13 semaines, en fait. Et vous avez deux codes de facturation qui sont différents. D'accord? Donc, si vous êtes à moins de 13 semaines, c'est le code LCD de 0 à 13 semaines. Et si c'est plus de 13 semaines, c'est le code LCD entre 14 et 26 semaines. Donc là, la bascule se fait plus ou moins automatiquement. On va peut-être conclure là, je pense que c'est bon. Il y a encore beaucoup de questions, hein, mais on y répondra, pas de souci. Je laisse la main, c'est Irène qui conclut. C'est moi qui conclus. Merci en tout cas à tous, je te laisse conclure.
Alors pour conclure, il vous reste à rappeler que vous pouvez nous contacter en passant par la messagerie Amélie Pro, en cliquant sur Contacter le service médical, ou alors par téléphone au 3608. Vous pourrez également retrouver ce webinaire sur la chaîne YouTube de l'assurance maladie, ainsi que les webinaires précédents. Donc on vous remercie vraiment de votre participation et de votre attention et on vous souhaite une belle fin de journée. Merci. Merci à tous. Merci.